Fermez les yeux et imaginez que vous êtes assis dans une salle d'attente. Les minutes semblent s'étirer à l'infini. Chaque seconde devient une éternité. Votre esprit vagabonde, cherche des distractions, compte les motifs sur le papier peint. Le temps rampe comme une créature paresseuse. Maintenant, imaginez que vous êtes plongé dans une conversation fascinante avec quelqu'un que vous admirez profondément. Les heures passent comme des secondes. Vous regardez votre montre et vous êtes choqué de découvrir que 3 heures se sont écoulées. Comment est-ce possible? Dans les deux cas, le temps objectif mesuré par l'horloge reste constant. 60 secondes font toujours une minute. 60 minutes font toujours une heure. Pourtant, votre expérience subjective du temps varie énormément. C'est le paradoxe fondamental de la temporalité humaine. Le temps tel que nous le vivons n'est pas le temps tel que nous le mesurons. La science moderne a révélé que notre cerveau construit littéralement notre expérience du temps. Ce n'est pas quelque chose que nous percevons passivement comme la lumière entrant dans nos yeux ou le son vibrant dans nos oreilles. Le temps est une construction active, un processus neurologique complexe qui implique de multiples régions cérébrales travaillant ensemble pour créer ce que nous appelons notre sens du temps. Les neuroscientifiques ont découvert qu'il n'existe pas un seul centre temporel dans le cerveau, pas d'horloge centrale qui dicte notre perception. Au lieu de cela, différentes régions cérébrales contribuent à notre expérience temporelle de manière distincte et parfois contradictoire. Le cortex préfrontal, les ganglions de la base, le cervelet, l'hippocampe, et même des zones sensorielles primaires jouent tous des rôles cruciaux dans la façon dont nous vivons le passage du temps. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement quand vous essayez d'estimer une durée. Imaginez que je vous demande de fermer les yeux et de compter mentalement jusqu'à 60 pour estimer une minute. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pendant cette tâche apparemment simple? Votre cortex préfrontal s'active, maintenant l'attention focalisée sur la tâche de comptage. Vos ganglions de la base génèrent des pulsations rythmiques, comme un batteur interne qui marque le tempo. Votre cervelet coordonne ces informations temporelles avec vos processus moteurs et cognitifs. Et votre hippocampe encode cette expérience dans la mémoire, créant un enregistrement de l'événement temporel que vous pourrez rappeler plus tard. Mais voici où cela devient fascinant. La vitesse à laquelle votre batteur interne fonctionne n'est pas fixe. Elle varie en fonction de votre état émotionnel, de votre niveau d'excitation, de votre température corporelle, et même des substances chimiques présentes dans votre cerveau à ce moment précis. Les recherches ont démontré que lorsque vous êtes dans un état de peur ou d'excitation intense, votre horloge interne accélère. Vous encodez plus d'informations par unité de temps objectif. C'est pourquoi, lors d'un accident de voiture, les gens rapportent souvent que tout semblait se dérouler au ralenti. Leur cerveau fonctionnait en mode hyperdrive, capturant chaque détail, chaque milliseconde d'informations sensorielles. Quand ils se remémorent l'événement plus tard, il y a tellement de richesse mémorielle associée à ces quelques secondes que leur esprit interprète cela comme une période prolongée. Le temps ne s'est pas réellement ralenti, bien sûr. Leur cerveau a simplement créé un enregistrement plus dense de l'expérience. C'est comme la différence entre une photo standard et une photo haute résolution. La photo haute résolution contient plus d'informations dans le même espace, tout comme un souvenir émotionnellement intense contient plus de détails dans le même intervalle temporel objectif. Mais le contraire se produit également. Lorsque vous êtes dans un état de flow, profondément absorbé par une activité que vous trouvez intrinsèquement gratifiante, votre sens du temps disparaît presque complètement. Les heures passent sans que vous vous en rendiez compte. Les psychologues appellent cela le phénomène du flow, un état où vos capacités correspondent parfaitement aux défis de la tâche, où vous êtes ni ennuyé ni anxieux, mais complètement engagé. Dans cet état, votre cerveau réduit l'activité dans les régions associées à l'autoréférence et à la surveillance temporelle. Vous cessez de vous demander quelle heure il est. Vous cessez de penser à vous-même comme une entité séparée progressant à travers le temps. Vous devenez un avec l'activité, et le temps subjectif s'effondre. C'est une expérience que les musiciens, les artistes, les athlètes, les programmeurs, et toute personne profondément impliquée dans un travail créatif connaît intimement. Le paradoxe est que même si ces heures semblent passer en un clin d'œil pendant l'expérience, quand vous vous en souvenez plus tard, elles semblent riches et pleines. Précisément parce que vous étiez si pleinement présent. La température corporelle affecte également votre horloge interne de manière mesurable. Quand vous avez de la fièvre, votre température corporelle augmente, et votre horloge interne accélère. Les études ont montré que les personnes fiévreuses surestiment systématiquement les intervalles de temps. Si vous demandez à quelqu'un avec une forte fièvre d'attendre une minute,
Il s'arrêtera généralement après seulement 45 ou 50 secondes parce que son horloge interne fonctionne plus rapidement. L'inverse se produit avec l'hypothermie. Quand la température corporelle baisse, l'horloge interne ralentit, et les gens sous-estiment les intervalles de temps. Ce n'est pas une métaphore ou une impression vague. C'est un effet biologique mesurable et reproductible. La vitesse de votre métabolisme influence littéralement la vitesse de votre expérience temporelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles le temps semble passer différemment pour différentes espèces animales. Une mouche avec un métabolisme extrêmement rapide vit dans un monde temporel différent d'une autre. Pour elle, nos mouvements semblent lents et prévisibles, ce qui explique pourquoi il est si difficile d'attraper une mouche avec vos mains. Elle vous voit venir au ralenti. Les substances chimiques dans votre cerveau jouent également un rôle crucial dans votre expérience temporelle. La dopamine, ce neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation, affecte directement votre horloge interne. Des niveaux élevés de dopamine accélèrent votre horloge subjective. Les personnes sous l'influence de stimulants comme les amphétamines, qui augmentent les niveaux de dopamine, surestiment systématiquement les intervalles de temps. Elles pensent que plus de temps s'est écoulé qu'en réalité parce que leur horloge interne fonctionne en mode rapide. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont des niveaux réduits de dopamine en raison de la dégénérescence des neurones dopaminergiques, montrent le schéma opposé. Elles sous-estiment les intervalles de temps parce que leur horloge interne fonctionne plus lentement. Cela a des implications pratiques significatives pour leur vie quotidienne. Quand vous cuisinez et que vous devez estimer quand 5 minutes se sont écoulées, si votre horloge interne est lente, vous retirez la nourriture du feu trop tôt. Quand vous essayez de respecter un rendez-vous et que vous estimez combien de temps il vous reste, vous serez systématiquement en retard parce que votre estimation interne ne correspond pas au temps objectif. Ensuite, il y a la sérotonine, ce neurotransmetteur associé à l'humeur et au bien-être. La sérotonine semble avoir un effet stabilisateur sur la perception du temps. Les personnes déprimées, qui ont souvent des niveaux réduits de sérotonine, rapportent fréquemment que le temps semble traîner interminablement. Les journées semblent longues et vides. Les heures s'étirent. C'est l'une des tortures de la dépression, ce sentiment que le temps lui-même est devenu visqueux et lent. À l'inverse, lorsque les gens commencent un traitement avec des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ils rapportent souvent que le temps recommence à s'écouler normalement. Les jours ne semblent plus interminables. C'est comme si le traitement avait réparé non seulement leur humeur mais aussi leur relation avec le temps. L'anesthésie générale fournit un autre aperçu fascinant de la nature construite de notre expérience temporelle. Quand vous êtes sous anesthésie générale, vous n'expérimentez pas le passage du temps du tout. Ce n'est pas comme dormir, où vous pouvez avoir une certaine conscience du passage du temps à travers les rêves ou les changements de position. Sous anesthésie, il n'y a rien. Un moment, vous comptez à rebours à partir de 10, et le moment suivant, vous vous réveillez, et des heures se sont écoulées sans aucune expérience subjective intermédiaire. C'est comme si ces heures n'avaient jamais existé dans votre flux de conscience. Le temps objectif a continué son cours imperturbable, mais pour vous, il y a eu un saut discontinu, un vide dans votre expérience temporelle. Le sommeil lui-même est fascinant du point de vue de la perception du temps. Pendant le sommeil REM, quand vous rêvez, le temps dans les rêves ne correspond pas nécessairement au temps objectif. Vous pouvez rêver d'événements qui semblent durer des heures ou des jours, condensés en quelques minutes de sommeil REM. La recherche sur les rêves lucides, où les rêveurs sont conscients qu'ils rêvent et peuvent signaler aux chercheurs en bougeant leurs yeux d'une manière prédéterminée, a révélé que le temps dans les rêves s'écoule à peu près au même rythme que le temps éveillé pour les actions simples. Si vous comptez jusqu'à 10 dans un rêve et que vous signalez le début et la fin avec des mouvements oculaires, cela prend environ 10 secondes de temps objectif. Mais l'expérience subjective narrative du rêve, le sentiment de durée que vous ressentez lorsque vous vous souvenez du rêve, peut être très différente. C'est parce que les rêves ne suivent pas la causalité linéaire normale. Vous pouvez vous retrouver instantanément dans un endroit différent, avec des personnes différentes, dans des circonstances différentes, sans transition. Votre esprit rêvant ne questionne pas ces discontinuités. Il accepte simplement la nouvelle situation et continue. Quand vous vous réveillez et essayez de raconter le rêve, votre esprit éveillé essaie de lui imposer une structure narrative, de remplir les lacunes, de créer une histoire cohérente. Ce processus peut faire en sorte qu'un rêve qui n'a duré que quelques minutes semble avoir couvert une vaste étendue narrative. L'âge change également radicalement notre expérience du temps. Presque tout le monde au-dessus de 30 ans a eu l'expérience déconcertante de réaliser que les années semblent passer de plus en plus vite. Quand vous étiez enfant, l'été durait une éternité.
Une année scolaire était une vaste étendue de temps. Maintenant, des mois entiers semblent glisser sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas seulement une impression subjective vague. Les psychologues ont documenté ce phénomène de manière rigoureuse. Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi cela se produit. L'une est la théorie proportionnelle. Quand vous avez 10 ans, une année représente 10% de votre vie entière. C'est une proportion énorme de votre expérience totale. Quand vous avez 50 ans, une année représente seulement 2% de votre vie. Proportionnellement, c'est beaucoup moins significatif, donc cela semble passer plus rapidement. C'est une explication mathématique élégante, mais elle ne capture pas toute l'histoire. Une théorie plus riche est la théorie des premières fois. Quand vous êtes jeune, vous vivez constamment de nouvelles expériences. Votre première journée d'école, votre premier baiser, votre premier voyage seul, votre première voiture, votre premier emploi. Chacune de ces expériences est riche en détails et en émotions. Votre cerveau encode ces premières fois avec une résolution particulièrement élevée parce qu'elles sont nouvelles et potentiellement importantes pour votre survie et votre succès futur. Quand vous vous souvenez de ces périodes plus tard, il y a tellement de richesses mémorielles associées à elles qu'elles semblent avoir duré longtemps. À mesure que vous vieillissez, vous tombez dans des routines. Vos jours deviennent plus similaires les uns aux autres. Lundi ressemble à mardi qui ressemble à mercredi. Votre cerveau, qui est fondamentalement un organe paresseux cherchant à minimiser l'effort, cesse d'encoder tous ces détails répétitifs. Pourquoi encoder chaque trajet jusqu'au travail quand ils sont tous essentiellement identiques? Pourquoi encoder chaque dîner de routine quand vous en avez déjà encodé des centaines d'identiques? Le résultat est que quand vous regardez en arrière sur un mois ou une année de vie routinière, il y a relativement peu de richesse mémorielle associée à cette période. Elles se font dans une masse indistincte, et parce qu'il y a peu de souvenirs distincts, elles semblent avoir passé rapidement. C'est pourquoi les vacances ou les voyages semblent toujours plus longs dans la mémoire qu'ils ne l'étaient réellement. Quand vous voyagez, vous êtes constamment exposé à de nouvelles vues, de nouveaux sons, de nouvelles expériences. Votre cerveau est en mode d'encodage élevé, capturant tous ces détails nouveaux. Une semaine de vacances peut générer plus de souvenirs distincts qu'un mois de vie routinière. Quand vous y repensez plus tard, cette semaine semble avoir été longue et riche précisément parce qu'il y a tellement de contenu mémoriel associé à elle. C'est un principe important à comprendre si vous voulez faire en sorte que votre vie semble plus longue subjectivement. Recherchez la nouveauté. Brisez vos routines. Essayez de nouvelles choses. Apprenez de nouvelles compétences. Visitez de nouveaux endroits. Rencontrez de nouvelles personnes. Chaque nouvelle expérience ajoute de la richesse mémorielle à votre vie, et cette richesse fait en sorte que le temps semble s'étendre dans votre mémoire. À l'inverse, si vous voulez que le temps passe rapidement, établissez des routines strictes et répétitives. Faites les mêmes choses tous les jours. Les jours se fondront ensemble, et avant que vous ne vous en rendiez compte, des années auront passé. Il y a aussi l'effet de réminiscence. Un phénomène bien documenté où les gens au-dessus de 40 ans ont tendance à avoir plus de souvenirs autobiographiques de leur adolescence et du début de l'âge adulte que de toute autre période de leur vie. Si vous demandez à une personne de 70 ans de raconter des souvenirs de sa vie, elle produira de manière disproportionnée des souvenirs de l'âge de 15 à 25 ans. Ce n'est pas seulement parce que ces années étaient plus importantes ou formatrices, bien que cela joue certainement un rôle. C'est aussi parce que pendant cette période, vous formez votre identité. Vous développez vos goûts, vos préférences, vos valeurs. Vous décidez qui vous voulez être. Votre cerveau accorde une attention particulière aux expériences pendant cette fenêtre cruciale de formation de l'identité, ce qui entraîne un encodage plus riche et plus de souvenirs persistants. Ces années semblent donc avoir été particulièrement longues et significatives quand vous les revivez en mémoire. C'est pourquoi la musique que vous avez écoutée pendant votre adolescence et au début de l'âge adulte résonne souvent plus profondément que la musique que vous découvrez plus tard dans la vie. Elle est ancrée dans votre identité d'une manière que la musique ultérieure ne l'est pas. Parlons maintenant de l'attention et de son rôle dans la perception du temps. L'attention est comme un projecteur qui illumine certains aspects de votre expérience tout en laissant d'autres dans l'ombre. Où vous dirigez votre attention affecte radicalement votre expérience du temps. Si vous dirigez votre attention vers le temps lui-même, si vous vérifiez constamment l'horloge, si vous pensez à combien de temps il reste, alors le temps semble ralentir. C'est le paradoxe de l'attente. Plus vous vous concentrez sur le passage du temps, plus lentement il semble passer. C'est pourquoi on dit qu'une marmite surveillée ne bouge jamais.
Ce n'est pas que l'eau prend réellement plus de temps à bouillir quand vous la regardez. C'est que diriger votre attention vers le processus fait en sorte que chaque seconde semble s'étirer. À l'inverse, si vous dirigez votre attention loin du temps, si vous vous immergez dans une activité, si vous vous perdez dans une conversation ou un livre ou un projet, alors le temps semble voler. Votre cerveau n'alloue pas de ressources à surveiller le passage du temps, donc vous n'encodez pas cette information, et donc elle ne semble pas avoir duré longtemps. Cela a des implications intéressantes pour la façon dont nous structurons nos vies. Si vous voulez qu'un événement désagréable semble se terminer rapidement, dirigez votre attention ailleurs. Distrayez-vous. Pensez à autre chose. Comptez à rebours. Résolvez des problèmes mathématiques dans votre tête. N'importe quoi pour empêcher votre attention de se fixer sur le passage du temps. C'est pourquoi les dentistes mettent des télévisions au plafond. Ce n'est pas seulement de la gentillesse. C'est une manipulation psychologique délibérée de votre expérience temporelle. En donnant à votre attention quelque chose sur quoi se concentrer autre que le processus dentaire inconfortable, ils font en sorte que le temps semble passer plus rapidement. À l'inverse, si vous voulez savourer un événement agréable, soyez pleinement présent. Dirigez votre attention vers l'expérience elle-même. Remarquez les détails. Engagez tous vos sens. Créez des souvenirs riches. Cela fera en sorte que l'expérience semble durer plus longtemps dans votre mémoire, même si elle passe rapidement dans le moment présent. La mémoire elle-même est étrangement non linéaire dans sa relation avec le temps. Nous pensons à la mémoire comme à un enregistrement d'événements passés, mais c'est bien plus complexe que cela. Chaque fois que vous vous souvenez d'un événement, vous ne récupérez pas un enregistrement statique. Vous reconstruisez le souvenir à partir de fragments distribués à travers votre cerveau. Ce processus de reconstruction est influencé par votre état actuel, vos connaissances actuelles, vos attentes actuelles. Cela signifie que vos souvenirs changent à chaque fois que vous vous en souvenez. Ils sont contaminés par le présent. Les détails sont ajoutés ou supprimés. L'emphase se déplace. Les émotions s'intensifient ou s'estompent. Vous n'êtes pas en train d'accéder à une vidéo stockée quelque part dans votre cerveau. Vous êtes en train de raconter à nouveau une histoire, et comme toutes les histoires, elle change dans la narration. C'est pourquoi les témoins oculaires sont si peu fiables, même quand ils sont complètement sincères. Ils rapportent honnêtement ce dont ils se souviennent, mais ce dont ils se souviennent a été altéré par tout ce qui s'est passé depuis l'événement original. Leurs souvenirs ont été contaminés par les questions suggestives, par les récits médiatiques, par leur propre tentative de donner un sens à ce qu'ils ont vu. Ce point est crucial pour comprendre notre relation avec le temps. Nous ne vivons pas seulement dans le présent immédiat. Nous portons avec nous une interprétation constamment mise à jour de notre passé. Ce passé remémoré influence la façon dont nous interprétons le présent et anticipons le futur. Nous sommes, dans un sens très réel, des créatures faites de temps. Notre identité est une construction narrative qui s'étend à travers le temps, reliant notre passé remémoré, notre présent vécu, et notre futur anticipé dans une histoire cohérente de qui nous sommes. Quand cette construction narrative se brise, quand le passé, le présent et le futur ne forment plus une histoire cohérente, nous éprouvons une détresse psychologique profonde. C'est ce qui se passe dans certaines formes de troubles de stress post-traumatique, où un événement traumatique du passé continue d'envahir le présent, le faisant sentir comme si le traumatisme se produisait encore maintenant. La structure temporelle normale de la mémoire s'est effondrée, et le passé, le présent et le futur deviennent mêlés. La philosophie a longtemps lutté avec la nature du temps. Saint Augustin a écrit une réflexion célèbre sur le temps où il a admis « Si personne ne me le demande, je sais ce qu'est le temps. Si je veux l'expliquer à quelqu'un qui me le demande, je ne le sais pas. » C'est encore vrai aujourd'hui. Le temps est quelque chose que nous expérimentons intimement à chaque instant de notre vie consciente, et pourtant, quand nous essayons de le définir ou de l'expliquer, il glisse entre nos doigts comme du mercure. La physique a sa propre histoire compliquée avec le temps. Dans la mécanique newtonienne classique, le temps est absolu. Il s'écoule au même rythme pour tout le monde, partout dans l'univers. C'est le temps du sens commun, le temps des horloges et des calendriers. Mais Einstein a bouleversé cette vision confortable avec sa théorie de la relativité. Il a montré que le temps n'est pas absolu mais relatif. Il s'écoule à des rythmes différents selon votre vitesse et la force du champ gravitationnel dans lequel vous vous trouvez. C'est le temps de la physique moderne, et c'est profondément contre-intuitif. Si vous vous déplacez très rapidement, le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui est stationnaire.
Ce n'est pas une illusion ou une erreur de mesure. C'est un fait physique réel du fonctionnement de l'univers. Si vous pouviez voyager dans un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière pendant ce qui semble être une année pour vous, puis revenir sur Terre, vous pourriez constater que des décennies ou des siècles se sont écoulés sur Terre. Votre temps personnel aurait ralenti par rapport au temps de la Terre. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps, et c'est un phénomène réel prédit par la relativité restreinte d'Einstein et confirmé par d'innombrables expériences. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre doivent en fait tenir compte de la dilatation du temps, sinon leur calcul de position serait incorrect de plusieurs kilomètres. Ils se déplacent assez rapidement pour que leur temps s'écoule légèrement plus lentement que le temps à la surface de la Terre, et cette petite différence s'accumule au fil du temps. De même, le temps s'écoule plus lentement dans des champs gravitationnels plus forts. Si vous pouviez vous tenir à la surface d'une étoile à neutrons, où la gravité est des millions de fois plus forte que sur Terre, le temps s'écoulerait beaucoup plus lentement pour vous que pour quelqu'un flottant dans l'espace loin de l'étoile. Pour vous, près de l'étoile à neutrons, une heure pourrait s'écouler, tandis que des années passent pour votre ami dans l'espace. Encore une fois, ce n'est pas une erreur ou une illusion. C'est ainsi que le temps fonctionne réellement dans l'univers. Et cela devient vraiment étrange quand on considère les trous noirs. À l'horizon des événements d'un trou noir, où la gravité devient si forte que même la lumière ne peut s'échapper, le temps tel qu'observé de l'extérieur semble s'arrêter complètement. Si vous regardiez quelqu'un tomber dans un trou noir, vous le verriez ralentir à mesure qu'il approche de l'horizon des événements, devenant de plus en plus rouge à mesure que sa lumière est décalée vers le rouge par l'immense gravité, jusqu'à ce qu'il semble se figer complètement juste au bord, ne franchissant jamais réellement l'horizon. Mais du point de vue de la personne qui tombe, rien de particulier ne se passe à l'horizon des événements. Elle traverse et continue de tomber vers la singularité au centre. Son temps personnel continue normalement même si le temps extérieur a semblé s'arrêter. Ces faits étranges sur la nature physique du temps soulèvent des questions profondes sur la relation entre le temps physique mesuré par les horloges et les équations physiques, et le temps psychologique vécu par la conscience. Ce sont clairement deux choses différentes, mais comment sont-elles liées? Votre expérience subjective du temps est-elle en quelque sorte enracinée dans les processus physiques de votre cerveau, qui sont eux-mêmes soumis aux lois de la relativité? Si quelqu'un pouvait accélérer les processus physiques dans votre cerveau, votre expérience subjective du temps accélérerait-elle également? Si les processus physiques dans votre cerveau suivent la dilatation du temps relativiste, votre conscience ralentit-elle également? Ce sont des questions ouvertes à la pointe de la neuroscience et de la philosophie de l'esprit. Nous ne connaissons pas encore les réponses, mais simplement poser les questions révèle à quel point notre compréhension du temps est limitée. Il y a aussi la question de la direction du temps. Dans votre expérience, le temps coule clairement dans une direction. Le passé est fixe et irrévocable. Le futur est ouvert et indéterminé. Vous vous souvenez du passé mais pas du futur. Vous pouvez influencer le futur mais pas le passé. Cette asymétrie temporelle semble fondamentale pour votre expérience de la réalité. Et pourtant, les lois fondamentales de la physique sont largement symétriques par rapport au temps. Si vous preniez une vidéo d'un processus physique fondamental, comme deux particules entrant en collision, et que vous la passiez à l'envers, vous ne pourriez pas dire laquelle est la bonne direction temporelle. Les équations fonctionnent aussi bien dans les deux sens. Cela s'appelle la symétrie temporelle, ou T-symétrie, et c'est une propriété de la plupart des lois physiques fondamentales. Il y a quelques exceptions au niveau quantique, des violations subtiles de la T-symétrie, mais en général, les lois fondamentales ne distinguent pas une direction du temps d'une autre. Alors, d'où vient notre sens de la flèche du temps? Pourquoi le temps semble-t-il couler dans une direction? La réponse, selon la plupart des physiciens, réside dans la thermodynamique, en particulier dans la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'entropie, ou le désordre, augmente toujours dans un système fermé. Quand vous cassez un œuf, il ne se reconstitue pas spontanément. Quand vous mélangez de la crème dans du café, elle ne se démélange pas. Quand vous brûlez du bois, les cendres ne se reforment pas en bois. Tous ces processus vont dans une direction, vers une entropie croissante, et cette direction définit la flèche du temps. Le passé est l'état de plus faible entropie. Le futur est l'état de plus haute entropie. Votre expérience subjective de la flèche du temps, votre sentiment que le passé est fixe et le futur est ouvert, est en quelque sorte lié à cette augmentation fondamentale du désordre dans l'univers. Mais exactement comment votre expérience consciente subjective est liée à l'entropie thermodynamique reste l'un des mystères les plus profonds de la science.
Certains physiciens vont encore plus loin et suggèrent que le temps lui-même pourrait ne pas être une propriété fondamentale de l'univers. Peut-être que le temps émerge d'un substrat plus fondamental qui est lui-même intemporel. C'est l'idée derrière certaines approches de la gravité quantique, qui tentent de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité générale. Dans certaines de ces théories, le temps disparaît complètement au niveau le plus fondamental de la réalité. Ce que nous appelons temps émerge seulement à une échelle macroscopique. Tout comme les propriétés de l'eau comme l'humidité et la fluidité émergent des interactions de molécules individuelles qui n'ont pas ces propriétés. Si cela est vrai, alors notre expérience du temps est doublement illusoire. Non seulement notre perception subjective du temps ne correspond pas au temps physique objectif, mais le temps physique objectif lui-même pourrait ne pas être fondamental mais plutôt une propriété émergente d'une réalité plus profonde qui transcende le temps. C'est vertigineux de contempler, et honnêtement, personne ne comprend vraiment ce que cela signifierait pour notre compréhension de la réalité. Revenons maintenant à l'échelle de votre expérience quotidienne. Un aspect fascinant de la perception du temps est la façon dont nous estimons les intervalles de temps courts. Quand vous regardez une animation ou un film, vous ne voyez pas une série d'images fixes. Vous voyez un mouvement continu. Mais en réalité, vous regardez une séquence d'images fixes affichées rapidement. Le cinéma traditionnel utilise 24 images par seconde. Votre système visuel les fusionne en une perception de mouvement fluide. Cela révèle quelque chose d'important sur la résolution temporelle de votre perception. Il y a une limite à la vitesse à laquelle vous pouvez détecter des événements séparés. En dessous d'un certain intervalle de temps, environ 40 à 50 millisecondes pour la plupart des gens, des événements séparés se fondent dans une expérience continue. C'est ce qu'on appelle le seuil de fusion temporelle. Différents systèmes sensoriels ont des résolutions temporelles différentes. Votre vision a une résolution temporelle d'environ 40 millisecondes. Votre audition a une résolution temporelle beaucoup plus fine, autour de 2 millisecondes. C'est pourquoi vous pouvez détecter de minuscules différences de timing dans les sons. Ce qui vous permet de localiser d'où vient un son en fonction de la différence de temps d'arrivée à vos deux oreilles. Il y a aussi le phénomène de la présence spécieuse, un terme philosophique introduit au XIXe siècle pour décrire l'étendue temporelle du moment présent. Quand vous vivez le présent, vous ne vivez pas un instant durationless. Vous vivez une fenêtre de temps qui a une certaine épaisseur. Si quelqu'un dit une phrase, vous n'entendez pas chaque mot dans son propre présent isolé. Vous entendez la phrase entière comme une unité. Cela signifie que votre présent vécu doit avoir une certaine durée, assez longue pour englober la phrase entière. Les chercheurs ont estimé que la présence spécieuse dure environ 2 à 3 secondes pour la plupart des gens. C'est l'étendue temporelle de votre moment présent immédiat. Les événements dans cette fenêtre semblent se produire maintenant. Les événements en dehors de cette fenêtre appartiennent au passé ou au futur. Cette présence spécieuse est en quelque sorte construite par votre cerveau à partir d'informations sensorielles qui arrivent à des moments légèrement différents. Et qui prennent différentes quantités de temps à traiter, mais qui sont regroupées dans une expérience unifiée du maintenant. C'est pourquoi les synchronisations labiales dans les films peuvent être si dérangeantes quand elles sont désactivées. Votre cerveau s'attend à ce que les signaux visuels des lèvres bougeant et les signaux auditifs des mots parlés arrivent dans une certaine fenêtre temporelle l'un de l'autre. Si la différence de timing dépasse environ 100 millisecondes, vous commencez à remarquer un décalage. Votre expérience du présent exige que ces informations sensorielles multiples soient correctement synchronisées. Quand elles ne le sont pas, cela perturbe votre sentiment de présence immédiate. Cela révèle que même le moment présent n'est pas une donnée simple et immédiate. C'est une construction active de votre cerveau. Assemblant des informations provenant de différentes sources sensorielles avec différents délais de traitement dans une expérience unifiée du maintenant. Votre cerveau doit constamment résoudre le problème de la liaison temporelle. Connectant des informations qui appartiennent au même événement même si elles arrivent à des moments légèrement différents à travers différentes modalités sensorielles. Il y a un phénomène appelé chronostase qui illustre magnifiquement la nature construite de notre perception du temps. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous regardez une horloge avec une trotteuse, la première seconde après que vous ayez regardé semble durer plus longtemps que les secondes suivantes? C'est la chronostase, parfois appelée l'illusion de l'horloge arrêtée. Voici ce qui se passe. Quand vos yeux font un mouvement rapide appelé saccade, votre vision est en fait supprimée pendant le mouvement. Vous ne voyez pas le flou du monde qui passe pendant que vos yeux bougent. Au lieu de cela, votre cerveau remplit cet intervalle en étendant rétroactivement votre perception de ce que vous voyez après la saccade.
Il projette cette image en arrière dans le temps pour couvrir la période pendant laquelle vos yeux bougeaient. Le résultat est que la première chose que vous voyez après un mouvement oculaire semble durer plus longtemps qu'elle ne le fait réellement. Votre cerveau déforme littéralement votre expérience temporelle pour créer un flux visuel continu. Cet antidatage perceptuel se produit également dans d'autres contextes. Si un flash de lumière et un son se produisent exactement au même moment mais que le son prend plus de temps à traiter que la lumière, votre cerveau ajustera les horodatages subjectifs pour les faire sembler simultanés. Il manipule votre expérience temporelle pour créer une réalité perceptuelle cohérente. Ces manipulations temporelles se produisent tout le temps, complètement en dehors de votre conscience. Votre expérience du timing des événements n'est pas un enregistrement véridique de quand les choses se sont réellement produites dans le monde. C'est une reconstruction, éditée et ajustée par votre cerveau pour créer une histoire cohérente et utilisable. Cela soulève des questions philosophiques profondes sur ce que signifie que quelque chose se produise à un moment particulier dans votre conscience. Si votre cerveau peut manipuler rétroactivement vos horodatages perceptuels, alors le timing subjectif des événements dans votre conscience n'est pas fixé au moment où les événements se produisent réellement. Il est déterminé par des processus qui se déroulent après coup, reconstruisant votre expérience temporelle pour la cohérence et l'utilisabilité. Les troubles neurologiques peuvent révéler les mécanismes de la perception du temps en montrant ce qui se passe quand ces mécanismes se dérèglent. Les patients atteints de lésions cérébelleuses, des dommages au cervelet, montrent souvent des déficits dans l'estimation du temps. Ils ont du mal à reproduire des intervalles de temps, à juger lequel de deux intervalles était plus long, ou à synchroniser leurs mouvements avec des rythmes externes. Cela suggère que le cervelet joue un rôle crucial dans la mesure du temps, particulièrement pour les intervalles de temps courts dans la gamme des millisecondes à secondes qui sont importants pour le contrôle moteur et la coordination. Les patients atteints de lésions du cortex préfrontal montrent des déficits différents. Ils ont du mal avec les aspects cognitifs de l'estimation du temps, comme juger des durées plus longues dans la gamme des secondes à minutes, ou estimer combien de temps il faudra pour accomplir une tâche. Cela suggère que le cortex préfrontal est impliqué dans des formes plus cognitives et déclaratives de mesure du temps. Les patients atteints de la maladie de Parkinson fournissent un autre aperçu fascinant. Comme mentionné précédemment, ils ont des niveaux réduits de dopamine et montrent des déficits systématiques dans l'estimation du temps, sous-estimant généralement les intervalles. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que leur traitement avec le médicament L-Dopa, qui augmente les niveaux de dopamine, améliore leur capacité d'estimation du temps. Cela fournit une preuve causale directe que la dopamine joue un rôle dans la mesure du temps. Ce n'est pas seulement une corrélation. Vous pouvez manipuler l'estimation du temps en manipulant les niveaux de dopamine. La schizophrénie fournit également des indices sur les mécanismes de la perception du temps. De nombreux patients schizophrènes rapportent des expériences temporelles perturbées. Le temps peut sembler ralentir ou accélérer. Les événements passés, présents et futurs peuvent sembler mêlés. Certains patients rapportent un sentiment de timelessness, comme si le temps normal s'était effondré. Ces perturbations temporelles sont corrélées avec d'autres symptômes de la schizophrénie, suggérant qu'elles sont toutes liées au dysfonctionnement sous-jacent dans les systèmes dopaminergiques et autres systèmes neurotransmetteurs. Comprendre les bases neurales de la perception du temps chez les patients schizophrènes pourrait fournir des aperçus sur la nature de la maladie et potentiellement conduire à de meilleurs traitements. L'autisme fournit un autre exemple intéressant. De nombreuses personnes autistes rapportent des expériences temporelles atypiques. Certains disent que le temps semble passer très rapidement, avec des heures s'écoulant comme des minutes. D'autres disent que le temps semble lent et que chaque moment est rempli d'une surabondance de détails sensoriels. Certains rapportent des difficultés à estimer les durées ou à séquencer les événements dans le temps. Ces différences temporelles peuvent contribuer aux défis que les personnes autistes rencontrent dans les situations sociales, où un timing précis est crucial pour la conversation et l'interaction. Si votre horloge interne fonctionne à un rythme différent de celui des personnes autour de vous, les interactions sociales qui dépendent d'une synchronisation temporelle précise deviendront difficiles. Cela suggère qu'au moins certains des défis sociaux dans l'autisme pourraient découler de différences fondamentales dans la façon dont le temps est vécu et traité. Les états de conscience altérés fournissent encore d'autres aperçus. La méditation, particulièrement la méditation de pleine conscience, peut changer radicalement votre relation avec le temps. Les méditants expérimentés rapportent souvent que pendant la méditation profonde, le sens ordinaire du temps s'estompe. Le passé et le futur perdent de leur force psychologique, et il y a simplement le moment présent se déroulant. Certains rapportent que ce moment présent semble s'étendre, devenir plus spacieux et vaste.
D'autres rapportent que le temps semble s'accélérer, avec des heures de méditation passant comme des minutes. Les études en neurosciences de la méditation ont montré que la méditation régulière modifie l'activité cérébrale dans les zones associées à l'attention, à l'autoréférence et à la surveillance temporelle. Elle semble changer non seulement votre expérience du temps dans le moment présent, mais aussi votre relation habituelle avec le temps en général. Les méditants à long terme rapportent souvent se sentir moins pressés, moins pris dans des inquiétudes sur le futur ou des regrets sur le passé, plus capables d'habiter pleinement le moment présent. Les drogues psychédéliques fournissent peut-être les altérations temporelles les plus dramatiques. Sous l'influence de substances comme le LSD ou la psilocybine, la perception normale du temps peut se désintégrer complètement. Les minutes peuvent sembler des heures. Les heures peuvent sembler des minutes. La séquence linéaire des événements peut devenir brouillée. Le passé, le présent et le futur peuvent sembler se produire simultanément. Certains utilisateurs rapportent un sentiment d'éternité, comme si le temps lui-même s'était arrêté. D'autres rapportent sentir l'histoire entière du cosmos se dérouler en un instant. Ces expériences peuvent être profondément désorientantes mais aussi transformatrices. Elles révèlent que notre expérience normale du temps, qui semble si solide et inévitable, est en fait une construction qui peut être démontée et reconfigurée. Les recherches actuelles sur les psychédéliques comme outils thérapeutiques examinent si ces expériences temporelles altérées pourraient être utiles dans le traitement de conditions comme la dépression et l'anxiété, qui impliquent souvent une fixation dysfonctionnelle sur le passé ou le futur. Le cannabis fournit un autre exemple d'altération temporelle induite par les drogues. De nombreux utilisateurs de cannabis rapportent que le temps semble ralentir. Les minutes semblent s'étirer. Les chansons semblent durer plus longtemps. Les conversations semblent se dérouler au ralenti. Cet effet semble être lié à l'influence du cannabis sur les systèmes dopaminergiques et cannabinoïdes dans le cerveau, qui sont tous deux impliqués dans la perception du temps. Fait intéressant, bien que le temps subjectif semble ralentir pour les utilisateurs de cannabis, leurs estimations réelles des intervalles de temps sont souvent inexactes dans la direction opposée. Quand on leur demande d'estimer combien de temps s'est écoulé, ils ont tendance à sous-estimer, pensant que moins de temps s'est écoulé qu'en réalité. Cela suggère une dissociation entre l'expérience subjective du temps traînant et les mécanismes cognitifs impliqués dans l'estimation explicite du temps. Votre sentiment de combien de temps quelque chose prend et votre jugement cognitif de combien de temps cela a pris peuvent diverger. Un autre rappelle que la perception du temps est un phénomène multifacette impliquant plusieurs systèmes cérébraux différents qui peuvent parfois donner des réponses contradictoires. L'alcool affecte également la perception du temps, bien que de manière moins dramatique que les psychédéliques. Les personnes intoxiquées ont tendance à sous-estimer les intervalles de temps, pensant que moins de temps s'est écoulé qu'en réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ivresse altère le jugement sur des choses comme le timing pour conduire. Vous pensez avoir été assis dans un bar pendant seulement 1 heure, mais en fait 3 heures se sont écoulées. Votre horloge interne fonctionne lentement, de sorte que les événements externes semblent se produire plus rapidement que prévu. Cela se combine avec les autres effets de l'alcool sur le temps de réaction et le jugement pour créer une situation particulièrement dangereuse. La caféine, d'autre part, semble avoir l'effet opposé, accélérant votre horloge interne et vous faisant surestimer les intervalles de temps. C'est cohérent avec le fait que la caféine augmente l'excitation générale et la vitesse de traitement cognitif. Votre cerveau fonctionne plus rapidement, donc votre horloge interne fonctionne plus rapidement, et donc vous pensez que plus de temps s'est écoulé qu'en réalité. Toutes ces substances révèlent que notre expérience du temps est profondément plastique et influençable, pas du tout le flux stable et objectif que nous imaginons qu'elle est. Pensons maintenant aux façons dont les cultures diffèrent dans leur compréhension et leur relation avec le temps. Les cultures occidentales modernes ont tendance à avoir une orientation temporelle linéaire. Le temps est vu comme une ligne droite s'étendant du passé à travers le présent vers le futur. Le progrès est conceptualisé comme un mouvement le long de cette ligne, avançant vers des objectifs futurs. Le temps est une ressource précieuse qui peut être économisée, gaspillée, investie ou perdue. On parle de passer du temps, de gagner du temps, de tuer le temps, de courir après le temps. Le temps est une marchandise. D'autres cultures ont des conceptions différentes. De nombreuses cultures autochtones ont une orientation temporelle plus cyclique. Le temps est vu comme se déplaçant en cercle ou en spirale plutôt qu'en ligne droite. Les saisons se répètent. Les générations se répètent. Les ancêtres sont toujours présents d'une certaine manière, pas relégués à un passé révolu. Le passé, le présent et le futur sont plus fluides et interconnectés.
Cette différence d'orientation temporelle se reflète dans tous les aspects de la vie culturelle, de la structure du langage aux pratiques sociales en passant par la planification à long terme. Certaines langues encodent le temps différemment. En anglais, nous avons un système de temps complexe avec des distinctions passé, présent, futur qui doivent être marquées grammaticalement. Vous ne pouvez pas parler d'un événement sans spécifier si cela s'est produit dans le passé, se produit maintenant, ou se produira dans le futur. Le chinois mandarin, d'autre part, n'exige pas toujours un marquage temporel grammatical explicite. Le contexte et les marqueurs temporels optionnels transmettent quand quelque chose s'est produit. Certaines langues comme le Hopi, selon certains linguistes, ne font même pas de distinction claire passé-futur de la même manière que les langues européennes le font. Cette variation linguistique a conduit à des débats fascinants sur si la langue que vous parlez affecte la façon dont vous pensez au temps. Une question connue sous le nom d'hypothèse de la relativité linguistique ou de Sapir-Whorf. Les preuves sont mitigées, mais il semble y avoir au moins des effets subtils. Les locuteurs de langue avec un marquage temporel obligatoire peuvent être plus attentifs à la distinction passé-présent-futur dans certains contextes que les locuteurs de langue où le marquage temporel est optionnel. Mais dire que la langue détermine la pensée serait trop fort. C'est plutôt que la langue influence les aspects de la réalité auxquels nous sommes le plus naturellement attentifs. Les attitudes culturelles envers le temps affectent également le comportement. Dans les cultures à contexte temporel élevé comme celles trouvées dans de nombreux pays méditerranéens, latino-américains et moyen-orientaux, le temps est traité de manière plus fluide. Les horaires sont des lignes directrices plutôt que des règles strictes. Arriver à l'heure n'est pas aussi important que maintenir les relations et répondre aux besoins immédiats des personnes. Une réunion pourrait commencer tard parce que quelqu'un était impliqué dans une importante conversation personnelle. Cela n'est pas vu comme impoli ou irresponsable mais comme une priorisation appropriée des relations humaines sur l'horaire abstrait. Dans les cultures à faible contexte temporel comme celle d'Allemagne, de Suisse et du Japon, le temps est traité avec beaucoup plus de précision. La ponctualité est une vertu. Les horaires sont sacrés. Gaspiller le temps de quelqu'un en étant en retard est considéré comme irrespectueux. Ces différences peuvent créer des malentendus significatifs dans les contextes interculturels. Une personne d'une culture à contexte temporel élevé pourrait percevoir quelqu'un d'une culture à faible contexte comme rigide et déshumanisé. Quelqu'un d'une culture à faible contexte pourrait percevoir quelqu'un d'une culture à contexte temporel élevé comme non fiable et irrespectueux. Aucune des deux perspectives n'est correcte ou incorrecte. Elles représentent simplement des façons différentes de conceptualiser et de valoriser le temps. Les technologies modernes ont profondément altéré notre relation avec le temps. Les horloges mécaniques, inventées au Moyen Âge mais devenues omniprésentes à l'époque industrielle, ont permis une coordination sociale sans précédent. Soudainement, tout le monde dans une ville pourrait être synchronisé au même temps. Les trains pourraient fonctionner selon des horaires. Les usines pourraient coordonner le travail de centaines d'ouvriers. Les marchés financiers pourraient opérer avec une synchronisation précise à travers de vastes distances. Cette capacité de synchronisation temporelle était essentielle pour l'essor du monde moderne. Mais elle est venue avec des coûts. Elle nous a aliénés du temps naturel dicté par le soleil, les saisons et nos rythmes corporels. Nous nous sommes retrouvés à vivre selon le temps de l'horloge plutôt que le temps biologique. Nous mangeons quand l'horloge dit que c'est l'heure de manger plutôt que quand nous avons faim. Nous dormons quand l'horloge dit qu'il est l'heure de dormir plutôt que quand nous sommes fatigués. Nous travaillons selon des horaires fixes qu'ils soient ou non adaptés à nos rythmes naturels d'énergie et de concentration. L'avènement de la communication instantanée, d'abord par télégraphe et téléphone, puis par Internet et smartphone, a encore plus transformé notre relation temporelle. Nous vivons maintenant dans un présent éternel de stimulation constante et de demandes immédiates sur notre attention. Un email arrive et exige une réponse immédiate. Un message texte apparaît et vous distrait de ce que vous faites. Les notifications push s'écoulent constamment, fragmentant votre expérience temporelle en 1000 interruptions. Il n'y a pas de temps de réflexion ou de digestion. Tout doit être maintenant. Cela a créé ce que certains critiques culturels appellent la pathologie du présentisme, une fixation sur le moment présent immédiat au détriment de la pensée à long terme et de la mémoire historique. Nous sommes devenus impatients, attendant que les pages se chargent, que les vidéos mettent en mémoire tampon, que les personnes répondent. Notre tolérance pour le retard a diminué dramatiquement. Des études montrent que si une page web prend plus de quelques secondes à charger, la plupart des gens abandonneront. Nous avons développé une attente de gratification instantanée qui n'aurait jamais été possible dans les époques antérieures. Les médias sociaux ont créé une temporalité particulièrement étrange où le passé,
le présent et le futur s'effondrent les uns dans les autres. Votre flux de nouvelles mélange des publications du passé immédiat avec des publications d'il y a des heures ou des jours, le tout présenté comme un présent éternel. Vous faites défiler en arrière dans le temps, puis vous réactualisez et sautez vers le présent le plus récent. Le fil algorithmique ne vous montre même pas nécessairement les publications dans l'ordre chronologique, mais dans un ordre optimisé pour l'engagement, mélangeant encore plus les relations temporelles. Vous pourriez commenter une publication pensant qu'elle est récente seulement pour découvrir qu'elle date de plusieurs jours. Le passé continue d'exister dans le présent d'une manière qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Vos publications embarrassantes d'il y a des années ne s'estompent pas dans un passé oublié mais restent cherchables et récupérables, toujours potentiellement présentes. Ce que les anthropologues appelaient autrefois mémoire sociale, où le passé s'estompe progressivement et est transmis à travers des récits de plus en plus stylisés, a été remplacé par un enregistrement numérique complet qui ne s'estompe jamais. Nous n'avons pas encore complètement compris les implications psychologiques et sociales de ce changement. Pensons maintenant à la façon dont la perception du temps change dans des situations extrêmes. Les astronautes en orbite vivent 16 levers et couchers de soleil chaque 24 heures. Leur rythme circadien naturel, calibré par millions d'années d'évolution pour un cycle jour-nuit de 24 heures, est perturbé. Beaucoup rapportent des difficultés avec le sommeil et un sens altéré du passage du temps. Les jours et les semaines semblent se fondre ensemble. Sans les signaux environnementaux normaux que nous utilisons pour marquer le temps, le lever du soleil, le coucher du soleil, les changements de lumière tout au long de la journée, leur expérience temporelle devient désancrée. La NASA a beaucoup étudié cela parce qu'il a des implications importantes pour les missions spatiales à long terme. Si vous envoyez des humains sur Mars, un voyage qui prendrait des mois, comment maintenez-vous leur bien-être psychologique quand leurs signaux temporels normaux sont si perturbés? Comment créez-vous une structure temporelle artificielle qui maintient leur santé mentale et leur efficacité? Les personnes dans des environnements sans signaux temporels, comme les profondeurs des grottes ou les bunkers souterrains, montrent également une expérience temporelle altérée. Sans aucun indice sur l'heure de la journée, les gens se fixent sur leur rythme circadien naturel, qui s'avère être légèrement plus long que 24 heures. Environ 25 heures pour la plupart des gens. C'est pourquoi, si vous êtes laissé dans l'obscurité totale sans horloge, vous dérivez progressivement hors de phase avec le monde extérieur. Vous vous réveillerez et vous endormirez de plus en plus tard chaque jour selon le temps de l'horloge externe, bien que pour vous, votre cycle semblera normal. C'est le décalage horaire du libre cours, et il révèle que nos horloges corporelles internes ne sont pas parfaitement synchronisées avec la rotation de la Terre. Elles doivent être constamment réinitialisées par des signaux environnementaux, principalement la lumière, pour rester synchronisées avec le cycle jour-nuit externe. Les personnes aveugles ont souvent des difficultés avec cela, car elles ne reçoivent pas les signaux lumineux qui réinitialisent normalement l'horloge circadienne. Beaucoup développent des troubles du sommeil parce que leur horloge interne dérive constamment par rapport aux temps externes. L'isolation sensorielle fournit un autre contexte dans lequel la perception du temps se brise. Quand vous êtes dans un réservoir d'isolement sensoriel, flottant dans de l'eau salée dans l'obscurité et le silence totaux, votre sens normal du temps disparaît rapidement. Sans entrée sensorielle pour marquer le passage du temps, vous perdez la capacité d'estimer combien de temps s'est écoulé. Certaines personnes rapportent qu'une heure semble quelques minutes. D'autres rapportent que 15 minutes semblent des heures. Votre cerveau, privé de son flux normal d'informations sensorielles, commence à générer ses propres expériences. Des hallucinations hypnagogiques qui peuvent inclure des distorsions temporelles dramatiques. Vous pourriez sentir que vous flottez intemporellement, que le temps lui-même a cessé d'exister. Ces expériences ont conduit certaines personnes à valoriser l'isolation sensorielle comme une pratique méditative. Un moyen de s'échapper de la tyrannie du temps de l'horloge et d'habiter un état de conscience plus intemporel. D'autres trouvent cela profondément déstabilisant. Un rappel troublant de combien de notre sens de soi dépend d'un flux constant d'informations sensorielles situant notre corps dans le temps et l'espace. L'expérience du temps près de la mort soulève des questions fascinantes. De nombreuses personnes qui ont frôlé la mort et survécu rapportent des expériences temporelles étranges. Certaines rapportent voir toute leur vie défiler devant leurs yeux en quelques secondes, un phénomène connu sous le nom de panorama de vie. Comment est-il possible de revivre des décennies d'expérience en quelques secondes? Une explication est que dans des situations de stress extrême, votre cerveau passe en mode d'encodage hyperactif, capturant énormément de détails en très peu de temps. Quand vous rappelez plus tard l'expérience, toute cette richesse mémorielle fait en sorte qu'elle semble avoir duré beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'a réellement fait.
Une autre explication est que dans des états de conscience altérés près de la mort, les processus neuronaux normaux qui créent notre sens du temps séquentiel se décomposent, permettant d'accéder simultanément à des souvenirs qui seraient normalement accédés séquentiellement. Dans cet état, tous vos souvenirs pourraient sembler présents à la fois, créant l'expérience d'une vie entière accessible instantanément. Nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe dans le cerveau pendant ces expériences. Mais elles suggèrent que notre sens normal du temps linéaire et séquentiel n'est pas inéluctable mais peut être radicalement restructuré dans des circonstances extrêmes. Terminons en revenant à la question avec laquelle nous avons commencé. Quelle est la relation entre le temps tel que nous le vivons et le temps tel que nous le mesurons? Le temps objectif mesuré par les horloges et décrit par les équations physiques continue son cours imperturbable. Les secondes s'écoulent. Les atomes vibrent. Les planètes orbitent. L'entropie augmente. C'est le temps de la physique, et c'est dans un sens réel et objectif. Mais le temps subjectif vécu par la conscience est quelque chose de différent et de séparé. C'est le temps de l'expérience, et il est malléable, plastique, profondément influencé par l'émotion, l'attention, la chimie du cerveau, la culture, et innombrables autres facteurs. Ces deux temps, le temps objectif et le temps subjectif, coexistent mais ne correspondent pas nécessairement. La réalisation que le temps tel que nous le vivons n'est pas le temps tel qu'il existe objectivement peut être libératrice. Cela signifie que si votre vie semble passer trop vite, vous pouvez prendre des mesures pour la ralentir subjectivement. Recherchez la nouveauté. Brisez vos routines. Faites attention. Soyez pleinement présent. Créez des souvenirs riches. Si le temps semble traîner interminablement, immergez-vous dans des activités absorbantes. Trouvez votre flow. Dirigez votre attention loin du temps lui-même. La science moderne nous a donné une compréhension de plus en plus sophistiquée des mécanismes neuronaux sous-jacents à la perception du temps. Nous savons maintenant que de multiples régions cérébrales contribuent à notre expérience temporelle. Nous savons que les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine modulent notre horloge interne. Nous savons que l'attention, la mémoire, l'émotion et l'excitation affectent tout notre sens du temps. Mais malgré tous ces progrès, nous sommes encore loin de comprendre pleinement le dur problème de l'expérience temporelle subjective. Pourquoi les processus physiques dans le cerveau donnent-ils lieu à l'expérience qualitative du passage du temps? Pourquoi le temps semble-t-il couler? Pourquoi avons-nous le sentiment de nous déplacer du passé vers le futur? Ce sont des questions qui restent à la frontière de la neuroscience, de la physique, de la philosophie, et des études de la conscience. Nous pouvons mesurer les corrélats neuronaux de la perception du temps. Mais nous ne pouvons pas encore expliquer pourquoi et comment ces corrélats physiques se traduisent en expériences subjectives vécues. Considérez l'énigme fascinante de l'anticipation et du souvenir. Quand vous anticipez un événement futur, une partie de votre cerveau simule cet événement, créant une sorte de pré-expérience de celui-ci. Quand vous vous souvenez d'un événement passé, vous reconstruisez une représentation de cet événement. Dans les deux cas, vous vivez quelque chose qui n'est pas réellement présent. Le futur anticipé et le passé remémoré existent tous deux uniquement comme des constructions dans votre cerveau se produisant maintenant. Et pourtant, ils semblent pointer vers différentes directions temporelles. L'anticipation semble pointer vers l'avant, vers quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le souvenir semble pointer vers l'arrière, vers quelque chose qui est déjà arrivé. Comment votre cerveau crée-t-il ce sens de direction temporelle? Comment sait-il que certaines représentations se réfèrent au passé et d'autres au futur? C'est un mystère profond. Les représentations elles-mêmes, les modèles d'activité neuronale, n'ont pas intrinsèquement de direction temporelle. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous expérimentez certaines comme appartenant au passé et d'autres au futur. Il y a aussi la question de la conscience elle-même et sa relation avec le temps. Êtes-vous conscient dans le présent instantané, ou y a-t-il un décalage entre les événements se produisant dans le monde et votre conscience de ces événements? La recherche en neurosciences suggère qu'il y a en effet un décalage. Il faut du temps pour que l'information sensorielle voyage de vos organes sensoriels à votre cerveau. Et encore plus de temps pour que votre cerveau traite cette information et génère une expérience consciente. Des études utilisant des stimuli visuels et auditifs ont montré que la conscience semble traîner derrière les événements physiques réels d'environ une demi-seconde. Ce décalage a conduit certains philosophes et neuroscientifiques à suggérer que vous ne vivez jamais réellement dans le présent. Vous vivez toujours dans le passé immédiat, expérimentant une version légèrement retardée de la réalité qui a été construite par votre cerveau.
Votre sentiment de vivre dans le présent est une illusion créée par votre cerveau, qui cache ses propres délais de traitement pour créer l'expérience d'immédiateté. Mais cette image est compliquée par le fait que votre cerveau utilise également la prédiction. Il ne se contente pas de traiter passivement les informations sensorielles entrantes. Il prédit activement ce qui est sur le point de se produire, sur la base de l'expérience passée et du contexte actuel, puis compare ces prédictions aux données sensorielles réelles. Quand vous bougez votre main, votre cerveau prédit les conséquences sensorielles de ce mouvement avant même qu'elles ne se produisent. Quand vous parlez, votre cerveau prédit comment votre voix sonnera. Ces prédictions permettent à votre cerveau de compenser partiellement les délais de traitement, créant une expérience qui semble plus immédiate et synchronisée qu'elle ne le serait autrement. Dans un sens, vous vivez simultanément dans le passé immédiat, le présent immédiat, et le futur immédiat. Votre conscience est une construction qui entrelace les informations sensorielles retardées sur le passé récent, les prédictions sur le futur immédiat. Et la synthèse de tout cela dans une expérience apparemment unifiée du moment présent. C'est remarquablement complexe et remarquablement opaque pour votre conscience. Vous n'avez aucun accès introspectif direct à ces processus. Vous vivez simplement le résultat, l'expérience apparemment transparente d'être dans le monde maintenant. Les troubles de la perception du temps révèlent combien notre expérience temporelle dépend du fonctionnement approprié de systèmes cérébraux complexes. Le décalage temporel, une condition où les patients ont l'impression que les événements visuels se produisent avec un décalage par rapport aux événements auditifs, peut être profondément désorientant. Imaginez regarder quelqu'un parler, mais les mouvements de ses lèvres semblent constamment désynchronisés avec le son de sa voix. Votre cerveau ne parvient pas à lier correctement ces flux sensoriels dans une expérience unifiée. Révélant que même l'expérience la plus basique de la simultanéité est une construction active qui peut échouer. L'akinétopsie, ou cécité au mouvement, est encore plus étrange. Les patients atteints de cette condition rare peuvent voir des objets et leur position, mais ne peuvent pas percevoir le mouvement. Au lieu de voir une voiture bouger en douceur le long de la route, ils la voient à un endroit, puis soudainement à un autre endroit, puis à un autre. Comme une série de photographies plutôt qu'un flux vidéo continu. Cela révèle que la perception du mouvement, qui semble si immédiate et automatique, est en fait un processus de calcul sophistiqué effectué par des régions cérébrales spécialisées. Quand ces régions sont endommagées, le mouvement disparaît de l'expérience, ne laissant que des instantanés statiques. La déréalisation, un symptôme courant dans l'anxiété et les troubles dissociatifs, implique souvent des perturbations temporelles. Les patients décrivent souvent le sentiment que le temps se déplace étrangement, qu'il ralentit ou accélère de manière imprévisible, ou que les événements semblent irréels ou semblables à des rêves. Ils peuvent avoir le sentiment d'être détachés du flux normal du temps, d'observer leur vie de l'extérieur plutôt que de la vivre de l'intérieur. Cette perturbation du temps vécu accompagne et renforce le sentiment plus large d'irréalité qui caractérise la condition. Cela suggère que notre sens du temps normal fait partie intégrante de notre sentiment de réalité lui-même. Quand notre relation avec le temps est perturbée, la réalité elle-même commence à sembler fausse. La dépersonnalisation, étroitement liée, implique un sentiment de détachement de soi-même, et inclut souvent une composante temporelle. Les patients peuvent sentir qu'ils regardent leur propre vie se dérouler comme s'ils regardaient un film, sans connexion réelle au flux des événements. Ils sont pris au piège dans un présent éternel déconnecté du passé et du futur, incapables de sentir leur existence comme une continuité narrative à travers le temps. Le syndrome de Korsakoff, causé par une carence sévère en thiamine généralement due à l'alcoolisme chronique, détruit l'hippocampe et altère sévèrement la formation de nouveaux souvenirs. Les patients atteints du syndrome de Korsakoff vivent dans un présent perpétuel. Ils peuvent avoir des conversations qui semblent normales dans le moment, mais quelques minutes plus tard, ils n'auront aucun souvenir de la conversation. Ils ne peuvent pas former de nouveaux souvenirs épisodiques, bien que leurs souvenirs d'avant l'apparition de la maladie puissent rester intacts. Imaginez vivre dans un monde où rien de ce qui se passe ne persiste dans votre mémoire. Chaque expérience disparaît presque immédiatement. Vous êtes coincé dans une fenêtre temporelle étroite, quelques minutes au plus, au-delà de laquelle rien ne peut être rappelé. Comment construiriez-vous une identité dans de telles circonstances? Comment donneriez-vous un sens à votre vie? Les patients atteints de Korsakoff développent souvent une confabulation, créant des récits pour combler les lacunes dans leur mémoire. Ils raconteront des histoires élaborées sur ce qu'ils ont fait récemment, des histoires qui semblent sincères mais sont entièrement inventées. Ce n'est pas un mensonge intentionnel. C'est leur esprit essayant désespérément de créer une cohérence narrative face à un vide mémoriel.
Cela révèle à quel point nos récits autobiographiques dépendent de la mémoire, et à quel point nous avons besoin de ces récits pour maintenir un sens de soi cohérent à travers le temps. La maladie d'Alzheimer érode progressivement la mémoire, commençant généralement par les souvenirs récents et progressant vers des souvenirs plus anciens. Dans les derniers stades, les patients peuvent avoir perdu presque tous leurs souvenirs autobiographiques. Ils ne reconnaissent pas les membres de leur famille. Ils ne savent pas où ils sont ou quelle année c'est. Ils ont perdu leur place dans le temps. Sans mémoire pour ancrer leur présent dans le contexte du passé, le monde devient un lieu déroutant et effrayant. Chaque moment est nouveau, non intégré dans une continuité plus large. Les soignants rapportent souvent que les patients atteints d'Alzheimer semblent perdre leur personnalité à mesure que leurs souvenirs s'estompent. Cela suggère que notre personnalité elle-même, notre sens de qui nous sommes, est profondément enraciné dans notre histoire mémorielle. Nous sommes, dans un sens très réel, faits de nos souvenirs. Quand ces souvenirs disparaissent, une partie essentielle de notre soi disparaît avec eux. Observer quelqu'un subir ce déclin est déchirant précisément parce que c'est comme les regarder disparaître progressivement, perdant d'abord les détails superficiels. Puis les connexions plus profondes, jusqu'à ce que seul un noyau diminué de la personne qu'ils étaient demeure. Le vieillissement normal, même sans démence, apporte des changements dans la perception et la mémoire du temps. Les personnes âgées rapportent souvent que le temps semble passer plus rapidement qu'auparavant, comme nous en avons discuté. Mais il y a aussi des changements dans la capacité à estimer les intervalles de temps. Les personnes âgées ont tendance à être moins précises dans l'estimation du temps que les jeunes adultes, particulièrement pour des intervalles plus longs. Cela peut être dû en partie à des changements dans l'attention et la mémoire de travail, qui affectent tout de la capacité de suivre le passage du temps. Il peut également y avoir des changements dans les mécanismes de mesure du temps eux-mêmes, avec l'horloge interne ralentissant quelque peu avec l'âge. Fait intéressant, alors que le temps subjectif semble accélérer avec l'âge, de nombreuses personnes âgées rapportent également un sentiment de paix accru avec le temps, moins de sentiment d'urgence. Plus de volonté de laisser les choses se dérouler à leur propre rythme. Cela pourrait refléter un changement de valeur et de priorité. Une acceptation de la mortalité et une focalisation sur ce qui compte vraiment plutôt que sur la poursuite infructueuse de la productivité et de l'accomplissement sans fin. Les enfants vivent le temps très différemment des adultes. Pour un jeune enfant, le concept même de temps est vague et mal formé. Les jeunes enfants ont peu de sens de la durée. Demandez à un enfant de 3 ans combien de temps jusqu'à son anniversaire dans 3 mois, et il sera complètement incapable de comprendre. 3 mois est une abstraction hors de portée. Même hier et demain sont des concepts flous pour les jeunes enfants. Ils vivent largement dans le présent immédiat, avec seulement les rudiments du souvenir et de l'anticipation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes enfants sont si intensément présents et absorbés dans ce qu'ils font à chaque moment. Ils ne portent pas avec eux un lourd fardeau de passé et de futur. Ils sont simplement ici, maintenant, complètement engagés dans l'expérience immédiate. À mesure que les enfants grandissent et se développent, leur sens du temps devient progressivement plus sophistiqué. Ils commencent à comprendre la séquence des événements, que certaines choses viennent avant d'autres. Ils développent une compréhension de la causalité temporelle, que les causes précèdent les effets. Ils apprennent les conventions sociales du temps, les heures et les jours et les mois. À l'âge de 10 ans environ, la plupart des enfants ont développé une compréhension du temps qui ressemble à celle des adultes, bien qu'elle continue de se raffiner tout au long de l'adolescence. L'adolescence apporte ses propres particularités temporelles. Les adolescents sont célèbres pour vivre dans le moment présent, pour prendre des risques qui semblent découler d'une incapacité à conceptualiser pleinement les conséquences futures. Les neurosciences ont révélé que cela n'est pas seulement de la rébellion adolescente ou de la stupidité. Le cortex préfrontal, qui est crucial pour la planification à long terme et la considération des conséquences futures, ne termine pas son développement avant le milieu de la vingtaine. Le système limbique, qui traite l'émotion et la récompense, est pleinement développé à l'adolescence. Cela crée un déséquilibre où les adolescents sont hautement réactifs aux récompenses immédiates mais moins capables de peser ces récompenses contre les coups futurs. Leur horizon temporel est plus court. Le futur semble lointain et abstrait. Le présent semble intensément réel et urgent. C'est pourquoi les adolescents se livrent à des comportements à risque même quand ils connaissent intellectuellement les dangers. Ce n'est pas qu'ils pensent être invulnérables, comme le stéréotype le suggère souvent. C'est qu'ils donnent moins de poids au futur abstrait par rapport au présent immédiat. Leur machine de prise de décision neuronale est calibrée différemment, valorisant le présent plus fortement que le futur. À mesure que leur cortex préfrontal mûrit, cet équilibre se déplace,
et ils deviennent plus capables de planification et de considération à long terme. Le moment présent lui-même mérite plus d'attention. Nous parlons du présent comme si c'était une chose simple et évidente, mais qu'est-ce que le présent exactement? Est-ce un instant sans durée, un point géométrique sur la ligne du temps? Cela ne peut pas être, parce qu'un instant sans durée ne contiendrait rien, aucun événement, aucune expérience. Pour vivre quelque chose, vous avez besoin de durée. Le présent doit avoir une certaine épaisseur temporelle. Mais combien d'épaisseur? Comme mentionné précédemment, les psychologues ont estimé la présence spécieuse à environ 2 à 3 secondes. C'est l'étendue temporelle de ce qui semble se produire maintenant. Mais cette estimation est grossière et varie selon le contexte. Pour certaines tâches, votre présent pourrait être plus court, peut-être quelques centaines de millisecondes. Pour d'autres, il pourrait être plus long, s'étendant sur plusieurs secondes ou même minutes. Le présent n'est pas une fenêtre fixe mais une construction flexible qui s'ajuste à ce que vous faites et où vous dirigez votre attention. Quand vous écoutez de la musique, votre présent doit être assez long pour englober suffisamment de notes pour percevoir la mélodie. Une seule note isolée n'est pas une mélodie. Vous avez besoin de plusieurs notes en relation les unes avec les autres, ce qui signifie que votre présent doit s'étendre sur l'intervalle temporel couvrant ces notes. Les musiciens ont une relation fascinante avec le temps. Quand vous jouez de la musique, particulièrement de la musique improvisée, vous devez être pleinement présent dans le moment, répondant à ce que vous et d'autres musiciens jouez en temps réel. Mais vous devez également avoir un sens de la structure temporelle plus large, de où vous êtes dans le morceau, de où vous allez. Les grands musiciens parlent souvent d'un état de flux où ils cessent de penser consciemment et jouent simplement, leurs doigts bougeant sans effort, la musique s'écoulant à travers eux. Dans cet état, le temps semble se comporter étrangement. Des minutes peuvent passer comme des secondes, et pourtant, ils maintiennent un contrôle temporel précis, jouant exactement les bonnes notes exactement au bon moment. Leur sens du temps devient à la fois élargi et extrêmement précis. C'est comme si leur conscience s'étendait pour englober des portions plus grandes de temps tout en maintenant une résolution temporelle fine. Les neurosciences de la musique ont révélé que jouer de la musique recrute de vastes réseaux de régions cérébrales, y compris des zones motrices, auditives, émotionnelles et temporelles. Le cerveau d'un musicien devient exceptionnellement habile à traiter les informations temporelles. Particulièrement dans la gamme de millisecondes à secondes qui est cruciale pour le rythme et le timing musical. Il y a même des preuves que l'entraînement musical améliore la perception du temps de façon plus générale, pas seulement pour la musique. Les musiciens ont tendance à être plus précis dans l'estimation des intervalles de temps et à avoir une meilleure discrimination temporelle que les non-musiciens. L'entraînement musical pourrait affiner littéralement votre horloge interne. La danse, comme la musique, exige un sens temporel sophistiqué. Les danseurs doivent synchroniser leurs mouvements avec la musique, avec d'autres danseurs, et avec l'espace autour d'eux. Ils développent ce que l'on pourrait appeler une intelligence temporelle corporelle, une capacité à sentir et à habiter le rythme et le timing à travers le mouvement. Les danseurs experts parlent souvent de danser dans la musique plutôt que sur la musique, devenant un avec le flux temporel de la composition. Cette incorporation profonde du temps crée une expérience où le temps cesse d'être quelque chose d'externe auquel vous réagissez et devient quelque chose que vous êtes. Quelque chose que vous incarnez dans chaque mouvement. Les recherches sur la synchronisation interpersonnelle ont montré que quand les gens bougent ensemble en rythme, que ce soit en dansant, en marchant ou en tapant des mains, ils développent un lien social accru. Ils se ressentent plus proches les uns des autres, plus positifs les uns envers les autres. Cette synchronisation temporelle sociale crée une sorte de fusion temporaire des frontières de soi, un sentiment d'agir ensemble comme une unité unifiée. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles presque toutes les cultures humaines ont développé des traditions de musique et de danse de groupe. Ces activités créent une synchronisation temporelle qui renforce les liens sociaux et le sentiment de communauté. Les sports impliquent également un timing précis. Un joueur de tennis doit calculer instantanément la trajectoire de la balle, prédire où elle sera, se positionner, et balancer sa raquette au moment exact pour intercepter la balle. Tout cela se produit en quelques centaines de millisecondes. Il n'y a pas de temps pour une réflexion consciente délibérée. Le calcul temporel doit se produire automatiquement, en dessous du niveau de la conscience. Les athlètes d'élite développent ce que l'on pourrait appeler une expertise temporelle, une capacité à effectuer des jugements temporels incroyablement précis sans effort conscient. Ils parlent souvent du jeu ralentissant pour eux, de la balle semblant se déplacer plus lentement, leur donnant plus de temps pour réagir. Ce n'est pas que le temps lui-même ralentit réellement.
c'est que leur traitement temporel devient si efficace qu'ils peuvent extraire plus d'informations et prendre de meilleures décisions dans la même quantité de temps objectif. Leur horloge interne, en quelque sorte, fonctionne plus rapidement, leur permettant de caser plus de traitements dans chaque seconde objective. À l'inverse, les athlètes novices rapportent souvent que tout semble se passer trop vite, qu'ils n'ont pas assez de temps pour réagir. Leur horloge interne est trop lente pour la vitesse du jeu, donc ils sont constamment en retard, réagissant à où la balle était plutôt qu'à où elle est. Le temps de réaction, le temps qu'il faut pour répondre à un stimulus, est un aspect fondamental de la performance temporelle. Le temps de réaction simple, où vous répondez à un seul stimulus prévisible, est typiquement autour de 200 millisecondes pour un jeune adulte. Le temps de réaction de choix, où vous devez choisir entre différentes réponses en fonction de différents stimuli, est plus long, environ 300 à 400 millisecondes. Cette différence révèle le temps nécessaire pour la prise de décision cognitive. Des facteurs comme l'attention, la fatigue, l'intoxication et l'âge affectent tout le temps de réaction. Les personnes âgées ont des temps de réaction plus lents que les jeunes adultes. En partie à cause de ralentissements dans la transmission neuronale et en partie à cause de changements dans les processus de prise de décision. L'alcool ralentit dramatiquement les temps de réaction, l'une des raisons pour lesquelles conduire en état d'ivresse est si dangereux. Vous ne pouvez tout simplement pas réagir assez rapidement aux événements inattendus sur la route. La fatigue a un effet similaire, ralentissant les temps de réaction et augmentant les laps d'attention. C'est pourquoi conduire en état de somnolence peut être aussi dangereux que conduire en état d'ivresse. Votre traitement temporel est altéré, vous faisant réagir trop lentement au danger. L'attention joue également un rôle crucial. Si votre attention est divisée, essayant de faire plusieurs choses à la fois, vos temps de réaction à chaque tâche individuelle souffriront. Vous ne pouvez pas maintenir une vigilance temporelle optimale sur multiples flux d'informations simultanément. Votre cerveau doit choisir où allouer ses ressources limitées de traitement temporel. L'effet cocktail party, votre capacité à vous concentrer sur une conversation dans un environnement bruyant, implique également un traitement temporel sophistiqué. Votre cerveau doit continuellement décider quelles informations sensorielles à traiter et lesquelles à ignorer, et ces décisions se déroulent dans le temps. Vous pouvez changer de flux d'attention entre différentes conversations, mais pas instantanément. Il y a un coût temporel au changement, un bref moment où vous ne traitez pleinement ni la conversation à laquelle vous prêtiez attention ni celle vers laquelle vous vous tournez. Ce coût de changement temporel s'accumule si vous essayez de faire cela fréquemment. C'est pourquoi il est si épuisant cognitivement d'être dans des environnements sociaux très bruyants où vous essayez constamment de suivre plusieurs conversations. Votre système de traitement temporel est submergé. Cela révèle que l'attention elle-même a des propriétés temporelles. Elle ne peut pas bouger instantanément. Elle a une inertie, une tendance à rester focalisée là où elle est, et bouger prend du temps et des efforts. Comprendre les propriétés temporelles de l'attention a des implications pratiques pour tout. De la conception de l'interface utilisateur aux stratégies d'enseignement en passant par les protocoles de sécurité. Si vous voulez que les gens remarquent quelque chose d'important, vous devez donner à leur attention le temps de s'y déplacer et de s'y focaliser. Si vous changez trop rapidement les choses, leur attention ne pourra pas suivre. Le langage lui-même se déroule dans le temps, et comprendre le langage exige un traitement temporel sophistiqué. Quand quelqu'un parle, vous devez traiter un flux d'informations acoustiques qui arrivent séquentiellement. Vous ne pouvez pas comprendre une phrase en entendant seulement le premier mot ou le dernier mot. Vous devez maintenir les mots précédents en mémoire de travail tout en traitant de nouveaux mots entrants, puis intégrer tout cela dans une compréhension cohérente de la signification. Cela exige que votre esprit puisse tenir ensemble une fenêtre temporelle de plusieurs secondes, reliant des mots et des phrases qui sont espacés dans le temps. La vitesse de la parole affecte la compréhension. Si quelqu'un parle trop vite, votre système de traitement temporel ne peut pas suivre, et vous manquez des informations. Si quelqu'un parle trop lentement, l'écart temporel entre les mots devient si grand que vous avez du mal à les relier en phrases cohérentes. Il y a une gamme optimale de vitesse de parole, typiquement autour de 150 à 160 mots par minute, qui équilibre la vitesse d'expression avec la capacité de l'auditeur à traiter temporellement. Fait intéressant, différentes langues ont des vitesses de parole naturelles différentes. L'espagnol et le japonais ont tendance à être parlés plus rapidement que l'anglais, avec plus de syllabes par seconde. Mais parce que ces langues ont également tendance à avoir plus de syllabes par mot, le débit d'information réel, mesuré en bits d'information par seconde, finit par être remarquablement similaire entre les langues. Les langues semblent avoir évolué pour transmettre des informations à peu près au même rythme temporel,
même si elles utilisent des stratégies différentes pour y parvenir. C'est comme s'il y avait une bande passante optimale pour la communication linguistique humaine, peut-être déterminée par les limites de notre système de traitement temporel. Et toutes les langues convergent vers cette bande passante. La lecture implique également une composante temporelle, bien que différente de l'écoute. Quand vous lisez, vous contrôlez le rythme. Vous pouvez ralentir pour des passages difficiles, accélérer pour des matériaux familiers, même sauter en arrière pour relire quelque chose. Cette flexibilité temporelle rend la lecture plus adaptable aux différences individuelles dans la vitesse de traitement que l'écoute, où l'orateur contrôle le rythme. Les lecteurs qualifiés développent la capacité d'ajuster leur vitesse de lecture en fonction de leurs objectifs et de la difficulté du matériel, une forme de métacognition temporelle. Ils savent quand ralentir pour une compréhension approfondie et quand ils peuvent écumer rapidement. Fait intéressant, bien que les lecteurs qualifiés lisent généralement plus rapidement que les lecteurs moins qualifiés. Leur véritable avantage n'est pas tant dans la vitesse brute que dans la flexibilité. Ils sont meilleurs pour calibrer leur vitesse de lecture aux exigences de la tâche. Les programmes d'entraînement à la lecture rapide prétendent souvent pouvoir augmenter dramatiquement la vitesse de lecture. Parfois affirmant que les gens peuvent apprendre à lire des milliers de mots par minute. Mais la recherche a montré que ces affirmations sont largement infondées. Il y a des limites biologiques à la vitesse à laquelle nous pouvons traiter le langage écrit, et ces limites sont ancrées dans les propriétés temporelles de nos systèmes visuels et cognitifs. Vous pouvez apprendre à lire plus efficacement, à éliminer la subvocalisation et le retour en arrière, mais vous ne pouvez pas dépasser les limites fondamentales de traitement temporel. Pour vraiment comprendre ce que vous lisez, vous devez allouer suffisamment de temps de traitement à chaque mot et phrase. Il n'y a pas de raccourci autour de cela. Les rêves présentent un autre domaine fascinant d'expérience temporelle. Comme mentionné précédemment, le temps dans les rêves ne suit pas nécessairement la temporalité normale de l'éveil. Les rêves peuvent sauter brusquement d'une scène à une autre sans transition. Des événements qui sembleraient prendre des heures peuvent se produire en quelques minutes de temps de sommeil REM. Pourtant, dans le rêve lui-même, la séquence des événements peut sembler avoir sa propre logique temporelle. Vous n'êtes pas troublé par les discontinuités. Vous les acceptez simplement comme faisant partie du flux du rêve. C'est seulement en vous réveillant et en essayant de raconter le rêve que vous remarquez à quel point la structure temporelle était étrange. Les rêves lucides, où vous devenez conscient que vous rêvez pendant que le rêve continue, offrent une opportunité unique d'étudier la perception du temps. Les rêveurs lucides peuvent effectuer des tâches prédéterminées dans leurs rêves et signaler quand ils les complètent en utilisant des mouvements oculaires prédéterminés. En comparant le timing subjectif rapporté par le rêveur avec le timing objectif mesuré par les enregistrements physiologiques, les chercheurs ont découvert que dans les rêves lucides, le temps s'écoule à peu près au même rythme que dans l'éveil pour des actions simples. Compter jusqu'à 10 en rêve prend environ 10 secondes de temps réel. Cela suggère que même si les rêves peuvent avoir une structure narrative étrange et des discontinuités, les mécanismes sous-jacents de mesure du temps continuent de fonctionner à peu près normalement. La conscience de soi se rapporte au temps d'une manière particulière. Quand vous pensez à vous-même, vous pensez généralement non seulement à votre état actuel mais à votre existence étendue dans le temps. Vous avez un passé que vous vous souvenez, un présent que vous vivez, et un futur que vous anticipez. Ce soi étendu temporellement est souvent appelé le soi narratif ou autobiographique. C'est le personnage principal de votre histoire de vie, le fil continu qui connecte tous vos différents états temporels en une identité unique et persistante. Mais il y a aussi ce que l'on pourrait appeler le soi expérientiel ou phénoménologique, le soi qui existe simplement dans le moment présent, expérimentant ce qui se passe maintenant. Ce soi présent n'a pas nécessairement une orientation temporelle étendue. Il est simplement ici, maintenant, ressentant ce qui est ressenti. Différentes traditions contemplatives et pratiques méditatives mettent souvent l'accent sur l'accès à ce soi présent. Se débarrassant de l'identification avec le soi narratif et sa charge de passé et de futur. Le but est d'habiter plus pleinement le moment présent, de vivre plus directement et immédiatement plutôt qu'à travers le filtre de nos histoires et nos projections. Que vous trouviez cela une aspiration valable ou non, cela révèle quelque chose d'intéressant sur la structure de l'expérience humaine. Nous sommes capables de nous rapporter au temps de multiples façons. Nous pouvons habiter le flux temporel étendu de notre existence narrative, ou nous pouvons habiter l'immédiateté du moment présent. Ces modes d'existence temporelle différents correspondent à différents modèles d'activité cérébrale, différentes façons de mobiliser nos ressources cognitives. Comprendre ces différents modes temporels et être capable de se déplacer entre eux de manière flexible pourrait être une composante importante du bien-être psychologique. Enfin,
considérons la mortalité et sa relation avec notre expérience du temps. La conscience que notre temps est limité, que nous mourrons un jour, colore profondément notre relation avec le temps. Elle crée une urgence, un sentiment que le temps est précieux précisément parce qu'il est fini. Certaines personnes trouvent cela motivant, les poussant à faire quelque chose de significatif avec le temps qu'elles ont. D'autres trouvent cela terrifiant, une source d'anxiété constante. La psychologie existentielle a beaucoup exploré comment notre prise de conscience de la mortalité façonne nos valeurs, nos choix et notre sens général de la signification. Quand vous réalisez que votre temps est limité, qu'est-ce qui devient important? Comment choisissez-vous de passer les jours et les années qui vous restent? Ces questions ne sont pas abstraites ou académiques. Elles sont profondément pratiques et affectent tous les aspects de la façon dont nous vivons. La recherche a montré que les rappels de mortalité peuvent changer le comportement de manière mesurable. Ils peuvent rendre les gens plus généreux, plus axés sur les relations, plus intéressés par les expériences plutôt que par les possessions matérielles. Ils peuvent également, malheureusement, rendre les gens plus défensifs, plus rigides dans leurs croyances, plus hostiles envers les groupes externes. La façon dont nous réagissons à notre mortalité dépend de nos ressources psychologiques et de notre vision du monde. Mais d'une manière ou d'une autre, la réalité que notre temps est limité est un fait central de l'existence humaine qui ne peut être ignoré ou évité. Nous sommes des êtres temporels, existant dans le temps, changeant avec le temps, et finalement disparaissant dans le temps. Notre relation avec le temps n'est pas accessoire à notre existence. Elle est centrale. Comprendre cette relation, comprendre comment nous expérimentons le temps et comment cette expérience diffère du temps objectif mesuré par la physique, est une partie essentielle de la compréhension de ce que signifie être humain. Le temps n'est pas simplement le contexte dans lequel notre vie se déroule. C'est une dimension fondamentale de notre expérience, tissée dans chaque aspect de notre conscience, de notre mémoire, de notre anticipation, de notre sentiment d'identité. Et donc comprendre le temps signifie comprendre nous-mêmes d'une manière profonde et fondamentale. La perception du temps reste l'un des derniers grands mystères de la conscience humaine. Nous avons fait des progrès remarquables dans la cartographie des bases neurales de la perception du temps, dans la compréhension des facteurs psychologiques qui influencent notre expérience temporelle, et dans la révélation des différences culturelles dans la façon dont le temps est conceptualisé et vécu. Mais nous sommes encore loin de comprendre comment les processus physiques dans le cerveau donnent naissance à l'expérience qualitative du passage du temps. Pourquoi le temps semble couler dans une direction, et comment notre expérience subjective du temps se rapporte au temps objectif de la physique. Ces questions continuent de défier nos meilleures théories scientifiques et nos intuitions philosophiques les plus profondes. Peut-être qu'un jour nous aurons une théorie complète qui unifie le temps physique et le temps psychologique. Qui explique comment et pourquoi la matière organisée en cerveau génère l'expérience du passage du temps. Jusqu'à ce jour, nous devons nous contenter d'explorer le phénomène de multiples perspectives, en rassemblant des aperçus de la physique, des neurosciences, de la psychologie, de la philosophie et de l'expérience vécue elle-même. Le temps reste un mystère, mais c'est un mystère qui se trouve au cœur même de ce que signifie être conscient. Chaque culture a développé ses propres métaphores pour le temps. En Occident, nous parlons souvent du temps comme d'une rivière qui coule, nous emportant du passé vers le futur. Nous disons que le temps passe, que les jours s'écoulent. Cette métaphore hydraulique capture quelque chose de l'expérience du temps comme un flux continu et irrésistible. D'autres cultures utilisent des métaphores différentes. Certains peuples autochtones parlent du temps comme d'un cercle, avec les saisons et les générations revenant encore et encore. Cette métaphore circulaire met l'accent sur le cycle et le retour plutôt que sur le progrès linéaire. Les Hopis, selon certains anthropologues, conceptualisent le temps non pas comme un flux mais comme des événements se manifestant de différentes manières. La langue Hopi, selon cette analyse controversée, n'a pas de mot pour le temps passé, présent et futur dans le sens où l'anglais le fait, mais décrit plutôt des aspects de manifestation et de potentialité. Que cette analyse soit correcte ou non, elle soulève des questions fascinantes sur la façon dont la langue façonne la pensée temporelle. Les métaphores que nous utilisons pour le temps ne sont pas neutres. Elles façonnent la façon dont nous pensons au temps, ce qui à son tour affecte la façon dont nous vivons nos vies. Si vous pensez au temps comme à une ressource rare qui peut être gaspillée, vous vivrez différemment que si vous pensez au temps comme à un cycle infini de retour. Si vous pensez au passé comme fixe et irrévocable, vous aurez un rapport différent avec vos erreurs que si vous pensez au passé comme quelque chose qui peut être réinterprété et réencadré. Nos métaphores temporelles sont des outils cognitifs puissants qui structurent notre expérience et notre comportement.
Devenir conscient de ces métaphores, reconnaître qu'elles sont des constructions plutôt que des vérités objectives, peut nous libérer pour explorer des façons alternatives de se rapporter au temps. Peut-être que vous pourriez expérimenter en adoptant consciemment différentes métaphores temporelles et en remarquant comment elles changent votre expérience. Que se passerait-il si vous pensiez au temps comme à un cadeau plutôt qu'à une ressource? Comme à un partenaire de danse plutôt qu'à un ennemi à conquérir? Ces changements métaphoriques peuvent sembler abstraits, mais ils peuvent avoir des effets pratiques profonds sur la façon dont vous vivez votre vie quotidienne et la qualité de votre expérience. Le temps digital moderne a créé de nouvelles expériences temporelles qui n'auraient pas été possibles dans les générations précédentes. Les jeux vidéo créent des mondes temporels alternatifs où le temps peut être manipulé de manières impossibles dans la réalité. Vous pouvez sauvegarder votre partie et revenir en arrière pour refaire une décision. Vous pouvez mettre le jeu en pause, gelant le temps pendant que vous réfléchissez à votre stratégie. Dans certains jeux, vous contrôlez directement le temps, le ralentissant, l'accélérant ou l'inversant. Ces expériences ludiques avec le temps peuvent sembler triviales, mais elles révèlent quelque chose de profond sur la plasticité de l'expérience temporelle. Le temps n'est pas aussi rigide et inévitable que notre expérience quotidienne pourrait le suggérer. C'est une construction qui peut être façonnée et manipulée, au moins dans nos espaces virtuels. Cette réalisation pourrait nous aider à devenir plus flexibles dans notre relation avec le temps dans nos vies ordinaires également. La réalité virtuelle pousse cela encore plus loin, créant des environnements immersifs où les règles normales du temps n'ont pas besoin de s'appliquer. Dans un espace VR, vous pouvez voler dans le temps, visiter des reconstructions historiques, expérimenter des futurs spéculatifs. Ces technologies créent de nouvelles possibilités pour l'expérience temporelle qui commence à peine à être explorée. Le voyage dans le temps, bien qu'impossible avec la technologie actuelle, reste une fascination humaine persistante. Nous explorons le concept à travers la science-fiction, la physique théorique et la spéculation philosophique. Qu'est-ce que cela révèle sur notre relation avec le temps? Peut-être un désir profond d'échapper aux contraintes de la temporalité linéaire, de pouvoir réviser nos erreurs passées ou de prévis.